électorale de la Fédération gabonaise de football. On sait que Pierre-Alain Mungengui, après 8 années passées au sein de la FEGAFOOT en tant que président, brigue un troisième mandat. Il aura bien sûr des challengers. On aura Jérôme Efonzolo, Dieudonné Ndumbulikuni, Brice Mlikanjambu, qui a d'ailleurs déposé un recours. On attend de savoir exactement ce qui va se passer juste après. Valérie Ondoebe, Dieudonné Ouahi et bien sûr d'autres candidats. Donc on a retenu au total 6 pour affronter Pierre-Alain Mungengui, donc le 16 avril prochain. On parlera également du championnat national, la reprise fixée pour le 14 mai prochain. Donc là, quand même, après plus de 2 années d'inactivité pour le championnat national, National Foot devrait reprendre. Et on parlera également, bien sûr, des barrages du Mondial 2022 côté africain, avec des rencontres palpitantes où la RDC affrontera le Maroc, le Cameroun, l'Algérie. Toutes ces rencontres-là, on va en débattre tout dans cette émission. Et bien sûr, on terminera avec un zoom, bien sûr, particulier sur l'attaquant de FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'en finit plus d'empiler les buts. Et là, quand même, ça va être très chaud durant ces 52 minutes. 2 minutes déjà épuisées, il reste encore 50. Allez, on se retrouve juste après cette petite pause. Allez, retour sur le plateau pour débattre bien sûr de ces différents candidats qui postulent le poste de président de la Fédération gabonaise de football, la fédération la plus prisée du pays. Et là quand même, Loïc Mendes, s'ils sont nombreux, ceux-là qui veulent dégommer ou déloger Pierre-Alain Mungengui. Oui, ils sont nombreux. Déjà que c'est comme tu le disais tout à l'heure, John, c'est l'une des fédérations, sinon la fédération la plus prisée. C'est d'ailleurs celle qui fait beaucoup vivre parce qu'on parle du sport roi, donc du football, et tout le monde a envie justement de prendre la place de Pierre-Alain Mungengui, qui d'ailleurs s'est représenté. Donc il brigue un troisième mandat, ce qui n'est pas rien. On va voir comment ça va se passer de ce côté-là. Figure, mais attardons-nous d'abord, nous allons nous attarder sur Pierre-Alain Mungengui. Après 8 années passées en tant que président de la Fédération gabonaise de football, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il brigue un troisième mandat soit bien vu par l'opinion publique, d'autant plus qu'on sait qu'il y a quand même eu beaucoup de crises au sein de cette fédération? Bon, déjà, il faut dire que je commencerai par dire que tout le monde a droit à une seconde chance pendant les 2 dernières années, je veux dire. Ouais. Donc, c'est important pour lui de remettre le tablier et de repartir sur de nouvelles bases et peut-être redonner au football national une certaine vie que justement il a perdu depuis belle lurette. Pour beaucoup, on sait quand même que c'est un ancien arbitre, donc il connaît un tout petit peu le milieu, le sillage aussi. Il a été d'ailleurs président de la LINAF avant bien sûr de viser la présidence de la Fédération gabonaise de football. Après ces 8 années passées au sein de la Fédération de la FEGAFOOT, autant pour moi, est-ce qu'aujourd'hui un troisième mandat serait usurpé pour lui quand on regarde un tout petit peu le bilan qui n'a pas été fait par ce dernier, mais que beaucoup auraient aimé voulu voir? Oui, bon, en fait, le problème de M. Pierre-Alain, peut-être, c'est ce que tout le monde décrit aujourd'hui. Il faut quand même, quand on finit un mandat comme celui-là, un deuxième, après, il faut faire un bilan. Je pense qu'il ne l'a pas fait. Il a ses raisons. Peut-être qu'il estime qu'il y a eu trop de soubresauts autour de ce football-là et il ne veut peut-être pas être comptable de ce qui s'est fait et de ce qui se dit. Je pense que aujourd'hui, il a peut-être envie de passer l'éponge sur tout ça et donner un nouveau visage. Et comme j'ai dit, il faut lui accorder le bénéfice du doute, il faut lui donner cette chance-là qui lui permettrait peut-être de faire ce qu'il n'a pas pu faire. Ceux qui réclament le bilan ont raison, mais encore une fois, M. Pierre-Alain Mungengui se réserve le droit de le faire ou de ne pas le faire. Ceux qui estiment que c'est une insulte de ne pas dresser ce bilan-là pour justement évaluer la situation, mais on le sait, la situation est plus ou moins chaotique, parce que déjà sans activité, avec les scandales qu'on a entendus ici et là, qu'on a lus et qu'on a vus, donc c'est quand même assez difficile de ne pas avoir un bilan. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où on a besoin de se dire des choses, mais il va falloir convaincre justement les électeurs pour ce mandat-là. Vous avez parlé de situation chaotique, quand on sait quand même que durant les 2 dernières années qui ont été placées sous le mandat de l'année Covid, il n'y a pas eu d'activités qui se sont passées, mais qu'à ça ne tienne, est-ce que c'est de son ressort quand on sait qu'il y avait quand même un arrêté ministériel qui interdisait la pratique des sports collectifs? Justement, il n'est pas fautif
dans l'ensemble de l'affaire, mais on peut dire que ce qu'on peut lui reprocher peut-être, hein, c'est de ne pas avoir essayé. Peut-être qu'il aurait pu repartir dans les discussions. Mais c'est pas lui qui qu'il aurait décide pu, aussi. justement, engager des discussions avec les autorités aurait peut-être été une solution. Il ne l'a pas fait. Encore une fois, il a ses raisons. Peut-être qu'il n'était pas en mesure de le faire. Peut-être qu'il n'avait pas les moyens requis pour le faire. Mais il aurait dû tenter. Il est peut-être comptable de ne pas avoir tenté quelque chose. Je pense qu'à un moment donné, être inactif, ça faisait l'affaire de qui? On ne sait pas, mais il fallait quand même tenter quelque chose parce qu'on sait aussi que ce silence-là, cette absence de pratique a mis les gens au chômage. On a vu des footballeurs promoteurs devenir des aides-maçons, on les a vus couper de l'herbe. C'est quand même assez difficile quand on sait qu'il y en a qui ne vivent que du football. Voilà, donc c'est difficile de dire que est-ce que c'était de sa faute ou pas. Non, moi je ne vais pas remettre la faute sur lui. Le Covid-19 a touché le monde entier, mais est-ce qu'il n'y avait pas matière à faire quelque chose? C'est la question qu'on peut aussi se poser. Justement, il y avait matière à faire, d'autant plus que si les clubs au niveau national ne jouaient pas, même si c'est vrai qu'on avait Boingui Sport, mais également Manga Sport qui est engagé pour des compétitions continentales, mais il y a quand même eu l'équipe nationale qui était là. Et on a bien vu quand même que durant ces 2 années, le Gabon a su se remettre et se qualifier pour la CAN au Cameroun. Voilà, justement, ça paraît un peu hors de sens quand on sait qu'on peut jouer à l'extérieur et qu'on peut jouer un peu partout, même en Afrique. On a vu le championnat ivoirien se jouer, donc c'est pourquoi pas le Gabon. Je pense que c'est pour ça que les gens ils sont peut-être pas d'accord et je comprendrais justement ceux qui en veulent à Pierre-Alain Mungengui de ne pas avoir fait jouer les garçons, mais voilà, c'était pas de son ressort, comme je l'ai dit, de manière flagrante. Il fallait respecter les autorités qui, elles, avaient interdit toute pratique sportive. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte que les choses, avec l'arrêté avec le mot du président de la République il y a quelques semaines qui donnait déjà le ton pour pouvoir relancer les activités sportives. Je pense que cette fois-ci, il faut repartir de plus belle et il faut donner au peuple gabonais ce qu'il a envie de voir, c'est-à-dire des gens dans les stades. Dans le bilan de Pierre-Alain Mungengui, que nous sommes en train de faire un tout petit peu, nous à notre niveau, il y a quand même la qualification pour la CAN au Cameroun. Et là, quand même, on a vu ce qui s'est passé. Il y avait l'élimination pour la CAN en 2019 face au Burundi, où on a été éliminé. Enfin, c'était un match nul du côté de Bujumbura, mais qu'à Saint-Étienne, le Gabon n'a pas participé en Égypte en 2019. Il y a eu une petite crise entre griffes qui a été gérée en interne entre le ministère des Sports et également la Fédération gabonaise de football. À l'époque, c'était encore le ministre Alain-Claude Bilibizé qui était au poste. Et là, il y a eu un réaménagement de l'effectif de la sélection nationale. Il y a eu une qualification autour. Le sélectionneur a été choisi, notamment par la FEGA Foot. Voilà, donc Patrice Neveu qui a qualifié les Panthères pour la CAN au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que ça a été également un des bons points, ou non, sinon l'un des bons points de Pierre-Alain Mungengui? Ben, il a le mérite d'avoir été président à ce moment-là et puis on ne peut pas lui refuser ça. Le fait qu'ils n'ont pas été faits. Malheureusement, on peut le citer pour le regretter. Maintenant, il faut, je veux dire, comprendre que tout ce qui est aujourd'hui faisable par l'instance tout ce qui était faisable, pardon, par l'instance qui dirigeait, devait se faire. Ça n'a pas été fait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vous avez parlé des qualifications, de la qualification à la Coupe d'Afrique. On a d'ailleurs fait une très très bonne Coupe d'Afrique dans le jeu, mais pas dans les résultats. Voilà. Dans le jeu, on a vu un meilleur jeu, on a vu un groupe soudé, même si on déplore l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang et de son coéquipier en sélection nationale, Mario Lemina. Affaire qui reste à élucider. Pourquoi n'ont-ils pas joué? Parce qu'on d'aucuns ont dit qu'il fallait les laisser jouer, puisque quand ils sont arrivés dans leurs clubs respectifs, ils ont pu rechausser les crampons, alors qu'on nous faisait comprendre qu'au Cameroun, il y avait une sorte de Covid qui les dérangeait. Donc il y a beaucoup de non-dits aussi qui entachent un peu cette Coupe d'Afrique-là. Le meilleur résultat aurait été de faire une demi-finale. On a fait dans le jeu, alors je pourrais me répéter encore, dans le jeu une bonne CAN, mais le résultat n'a pas suivi. Voilà, le résultat n'a pas suivi. Mais Pierre-Alain Mungengui, quand même, est-ce qu'aujourd'hui, il a, on peut dire, le quitus pour oser briguer un troisième mandat au vu de son bilan qui est apparemment mitigé? Ben,
Vous allez me faire me répéter, je veux dire que tout le monde mérite une troisième chance. Pour finir avec Pierre-Alain, bien Voilà, sûr, pour finir avec Pierre-Alain. Je pense que Pierre-Alain, je pense que tout ce qui s'est dit derrière aura peut-être permis à Pierre-Alain et à son équipe de corriger le tir. Et je pense qu'ils peuvent rectifier le tir. Je pense qu'ils peuvent donner un meilleur visage à notre football. Ils en ont les moyens. Je ne pense pas que ce soit des problèmes financiers. C'est peut-être un problème d'homme. Peut-être réajuster comme dans un puzzle, mettre celui qui était ici là-bas, celui qui était là-bas ici, et puis essayer de réajuster son équipe. Voilà. Pour ceux qui veulent bien sûr la place de Pierre-Alain Mougengi, on a également Jérôme Efonzolo, Dieudonné Ndombouli Koni ou encore Valérie Ondor. On s'attarde d'abord sur l'un des candidats les plus sérieux, celui qui est arrivé deuxième lors de la dernière élection en 2018, Jérôme Efonzolo, lui également ancien arbitre. Parce que c'est aussi un candidat... Ce sera aussi un ancien arbitre. Voilà, comme Pierre-Alain, oui, qui ont pour eux l'envie justement de redonner un nouveau visage, de donner un visage nouveau à ce football-là. Après, on l'a vu sur l'image, il vous fait les mains comme ça, pourquoi pas? On a comme l'impression qu'il s'adresse à vous. Donc voilà, c'est juste pour vous titiller un peu, mais c'est un bon candidat, comme tous les autres d'ailleurs. Chaque candidat est bon. Le problème, c'est la faisabilité. Est-ce qu'ils auront la même dynamique? Est-ce qu'ils auront le même c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Maintenant, il faut il faut mettre toutes ces choses-là, toutes les qualités qui sont les siennes, au service de cette fédération qui ne demande qu'à revivre et à revivre pleinement. Oui, et aujourd'hui, est-ce qu'il apparaît comme étant un sérieux challenger pour Pierre-Alain Mougengi? Bah oui, il a montré déjà il y a 4 ans, en étant deuxième, tout le monde ne l'attendait peut-être pas là, et il est arrivé deuxième. Deuxième, ça veut dire que on a fait un effort qui semble être l'effort du premier, mais sauf qu'on est tombé. Et je pense que cette place de deuxième fait de lui le favori numéro 1 derrière Pierre-Alain. Après, il faut confirmer. On peut être deuxième ici et être troisième après. On peut avoir été premier comme Pierre-Alain et être troisième. Je pense que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Maison Alexandre Samba, qui connaît déjà un tout petit peu les couloirs, maîtrise un tout petit peu les textes, puisque les textes qui ont servi à élire Pierre-Alain Mougengi il y a cela 8 ans, lui, il les a travaillés avec l'équipe qui était là pour la normalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il arrive est déjà fait en sorte qu'il ait déjà une certaine légitimité de la part de l'opinion publique? Vous savez, on n'arrive pas là par hasard. Il a été au niveau de la normalisation. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît un peu les tenants et les aboutissants de cette maison Alexandre Samba, qui connaît ce football gabonais. Je pense que, comme on l'appelle affectueusement Diego, on sait ce qu'il est capable de faire. On l'a vu dans certains reportages sur certaines chaînes, poser certaines actions qui montrent qu'il a une envie forte de donner une très belle image à notre football. Après, entre l'envie et la faisabilité, là encore se pose un problème. Mais je n'ai aucun doute sur la motivation de ce dernier à donner de ce qui est de lui pour cette discipline qu'est le football. Mais il n'est pas resté un peu trop loin de Libreville. Il a géré un tout petit peu les affaires du côté de Port-Gentil. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il revienne à Libreville pour briguer la Figa Foot fait en sorte qu'il soit crédible aussi de la part des électeurs qui eux ont été longtemps aux côtés de Pierre-Alain à Libreville, bien sûr? Vous savez, on dit généralement que qui vole un œuf volera un bœuf. Et vous savez, le problème, c'est qu'on peut aussi retranscrire ça d'une autre manière. Qui construit une maisonnée est capable de construire un château. Ce que Diego a fait, j'aime bien l'appeler Diego, on l'appelle affectueusement comme ça, ce que Diego a fait à Port-Gentil, redonner une certaine vie au football du côté de Port-Gentil avec les jeunes, est justement illustratif de ce qu'il est capable de faire au niveau national. Il faut lui donner les moyens, il faut lui donner la confiance dont il a besoin pour justement apporter à ce football-là, à cette discipline-là, tout ce dont justement elle a besoin. On parle aussi d'un ancien joueur, aussi Valérie Ondo-Ebe, qui veut surfer sur la vague de Samuel Eto'o, en se faisant aussi, pourquoi pas, élire le 16 avril prochain. Ancien joueur du national Azingo, aujourd'hui qui veut briguer, ou qui brigue
aussi la présidence de la Fédération gabonaise de football. Est-ce qu'on peut dire que finalement les footballeurs se voient maintenant comme des Samuel Eto'o et veulent aussi, pourquoi pas, briller ou diriger le football dans leurs différents pays respectifs? Un peu le vent des indépendances. Hein. Vous savez que tous les pays africains francophones ont notamment été indépendants presque dans la même période. Oui. On a cette facilité de souvent se copier un tout petit peu. Lorsqu'il y a un vent qui souffle ici, il faut que ça souffle ailleurs. Je pense que c'est pour Valérie Ondo-Ebé, c'est important pour lui parce que on dit généralement il faut remettre la truelle au maçon, le football au footballeur. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a été un très bon footballeur, c'est d'ailleurs ce qu'il a été avec cette belle patte gauche, que forcément on peut être un très bon dirigeant. Mais il dit qu'il est manager, qu'il a appris Mais, un peu du management du sport, il a appris tout cela. Vous m'enlevez de la bouche. Valérie est un monsieur très rigoureux. Valérie est un monsieur très rigoureux. C'est quelqu'un qui a apporté aujourd'hui. Valérie Ondo-Ebé connaît exactement de quoi on parle lorsqu'on parle de football. Oui. Voilà. Donc, pour avoir été joueur dans Azingo, voir ce quart de finale-là et vivre ce quart de finale-là qui est notre plus gros sacre africain, je pense qu'il y a cette rage de trop durer. Ça n'a que trop duré. Ça fait trop longtemps qu'on s'arrête en quart de finale. Il faut mettre les moyens en place pour que notre équipe fasse une finale et pourquoi pas soit sacrée championne d'Afrique. Et pour le faire, il faut connaître la maison. Je pense que M. Valérie Ondo-Ebé a les capacités, comme tous les autres candidats d'ailleurs, pour apporter cela. Il faut lui donner les moyens, il faut lui faire confiance, mais quelle est la nature de son projet? Où veut-il aller? Je sais que c'est un monsieur, pour le connaître un tout petit peu, très rigoureux. Convaincre des électeurs, 35 au total, Justement. qui doivent être convaincus par Valérie que, en tant qu'ancien footballeur, je maîtrise un tout petit peu le milieu et je sais ce dont un footballeur a besoin. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'on a été ancien footballeur qu'on peut le faire? Quand on sait quand même qu'il y a des managers aujourd'hui qui arrivent à diriger cette maison, que, par exemple, le candidat Désiré Mbeba, lui, il dit le problème, c'est la mauvaise gouvernance au sein de cette fédération. Mais il y a ça aussi, il y a un trop plein de cupidité, vous m'excuserez, dans la gestion de la chose publique au Gabon, de manière générale. Et donc, le football ou le sport ne serait pas exclu. C'est là le problème. Il faut que les gens se donnent au service des autres. Pour gérer une chose comme la Fédération gabonaise de football, il faut savoir qu'on vient pour servir le football. On vient pour se mettre au service du football. Et qui dit football dit le vert jaune bleu. Et ça, tous doivent le comprendre. Et je pense que lorsqu'on est candidat à cette élection-là, on est conscient que cette fois-ci, on vient pour servir le football gabonais. Parce que le football gabonais, il est léthargique. Le football gabonais est endormi, il est malade. Je ne veux même pas citer ce dont on a parlé en début d'émission, les scandales sexuels. À part les scandales sexuels, on n'arrive pas à avoir de vrais championnats. On a des championnats en dents de scie. On a des championnats où vous avez des joueurs, des équipes qui n'arrivent même pas à dominer leurs adversaires dans le jeu. Le jeu est bric-à-brac. Donc il faut revoir la politique sportive. Et je pense que chaque candidat a ça en image, essayer de voir comment on gère les équipes, comment emmener les footballeurs à devenir de véritables footballeurs, à professionnaliser le football au Gabon. Il faut le professionnaliser, il faut lui donner une autre image que celle qu'elle a aujourd'hui, cette formation, cette discipline. Voilà, cette discipline qui va avoir un autre visage, tout comme Brice Mbikan Djambou, le président de la Ligue nationale de football, dont le dossier a été rejeté mardi dernier par la commission électorale. Donc il a déposé un recours, on est en train d'attendre ce qui va se passer, dégommer en griffe Pierre-Alain Mougengué, d'autant plus qu'il a quand même géré des clubs, il maîtrise un tout petit peu le sillage, il a fait quasiment les mêmes marches que Pierre-Alain Mougengué, il est sur ses traces. Pierre-Alain Mougengué a été président de la LINAF, lui également actuellement il est président de la LINAF, aujourd'hui il brigue la présidence, mais son dossier a été rejeté mardi dernier, là il y a un recours. Est-ce qu'il y a des chances que ce recours soit accepté par la commission électorale? Il y a des choses qui soient acceptées. Il est à la fois troisième vice-président de la Fédération gabonaise de football, étant donné qu'il dirige un organe de la FEGAFoot, il y a une certaine incompatibilité pour le dossier. Justement, peut-être faudrait-il qu'il démissionne et puis il se présente. Peut-être que c'est la solution pour lui. Moi, ça me fait un peu bien de savoir que c'est des gens qui sont dans l'affaire, qui veulent justement diriger. Mais après, il faut se rendre compte que on a mis du temps là, on n'a presque rien vu.
avec ces gens, qu'est-ce qui nous prouve qu'en étant président, c'est un exemple, c'est pour tout le monde, ils vont bien faire les choses. Parce que pour quelqu'un qui est dans le sillage, comme lui, il a été pendant longtemps, et vous avez cité les postes qu'il occupe, quelle a été son influence? Quelle est sa patte au niveau de ce concert de footballeurs, choses, des clubs. voilà, de footballeurs, au niveau de cette gestion de la question du football au Gabon? Où est la patte de M. Brice? À ce moment-là, si on retrouve les traces de ce qu'il a fait de manière concrète, de manière efficiente et efficace, il n'y a pas de doute. Comme j'ai dit, comme tous les candidats, ils ont la volonté, ils ont cette envie de faire en sorte que notre football ressemble un peu au football des autres. Après, est-ce qu'ils ont cette volonté, va les suivre jusqu'au bout? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Il n'y a pas plus mauvais candidat qu'un autre. Il n'y a pas un candidat qui soit plus mauvais qu'un autre. Mais seulement, dans la pratique et entre la parole et l'acte, c'est là le problème aujourd'hui. On va élire un John Fitzgerald, président de la fédération, avec un bon dossier, avec une bonne vision du football. Et lorsqu'il arrive sur le siège, il fait un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un peu ça le problème. Mais toutefois, comme tous les autres candidats, on lui souhaite une très bonne chance. On sait qu'il a les moyens de donner à ce football-là un visage plus reluisant que celui qu'il a aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Voilà. Il y a également Désiré Miba Mifama, qui lui était ancien directeur général adjoint d'une grande société de la place et qui brigue également le fauteuil de président de la Fédération gabonaise de football, qui est un manager aussi. Allez, on va marquer une légère pause et revenir juste après, et pour la terminer avec le dossier, bien sûr, des candidatures pour la Fédération gabonaise de football. Au deuxième thème de cette émission, on aura bien sûr le championnat national qui devrait reprendre le 14 mai prochain. On revient juste après. Allez, retour sur le plateau pour cette deuxième partie de l'émission. Et là, on va s'attarder sur le championnat national dont le ministre des Sports a réuni dernièrement, il y a quelques semaines, l'ensemble des acteurs qui gravitent autour. Des joueurs, notamment le jeune Yeli qui avait campé devant le milieu public. Le championnat va reprendre le plus tôt possible. Brice Mika Djambo et son équipe à la LNAF ont travaillé. Ça a été fixé au 14 mai prochain. Bonne nouvelle pour le football national. Ouf, on peut en faire respirer. On peut en faire respirer parce qu'ils avaient besoin de ça. Vous savez, c'est comme un ingénieur de son, il vit de ça. C'est comme une technicienne de surface, elle vit de ça. Les footballeurs vivent de ça. Et nous qui sommes supporters du football, nous qui sommes amateurs de ce sport-là, c'est quelque part un souffle nouveau. C'est nous redonner l'envie de vivre, en fait. Parce qu'on regarde le football, parce qu'on aime le football. Maintenant, les délais ont été donnés, il faut que ça reprenne, il faut que ça joue. Les configurations sont peut-être, je pense qu'il y a 2 poules, il y aura 2 poules, voilà, effectivement. Les configurations sont particulières et sont spécifiques. La CAF a donné un délai, bien sûr, pour désigner les 2 prochains représentants du Gabon pour les Jeux continentales, à savoir Ligue des champions africaine et Coupe de la CAF, donc a été fixé pour fin juillet. Et entre le 14 mai et fin juillet, on a quoi, peut-être presque 2 mois de compétition, et les journées vont s'enchaîner. Est-ce que le format d'une poule avec des barrages, bien sûr, enfin des playoffs autant pour moi, est-ce que c'est bien choisi ou bien pensé par la LINAF? Vous savez, il faut se dire qu'on est dans une configuration difficile. Si on ne le fait pas, on ne joue pas. Donc je pense que la LINAF essaye de sauver les meubles pour éviter justement de ne pas être mais depuis des années, on sauve quand même les meubles. Oui, mais c'est un peu la dictature de l'urgence au Gabon dans le monde du sport, dans le domaine du football. On veut toujours pallier à une urgence, on veut toujours pallier à un besoin en se précipitant. Je pense, pour ma part, que ce n'est peut-être pas la bonne solution, ce n'est peut-être pas la chose à faire. Mais compte tenu du moment, et pour, je veux dire, et je veux le redire, sauver les meubles, il y a un besoin, il faut le faire. Il faut le faire, mais peut-être que l'équipe qui va arriver derrière
va pouvoir nous donner une configuration meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Mais pour l'heure, je pense, ne nous privez pas le plaisir de revoir les gars rechausser les crampons. Oui, mais après quand même près de 2 ans, est-ce que les footballeurs physiquement seront aptes à pouvoir compétir sur ce format-là? Et quand même, quand on sait que le délai pour jouer au championnat national est quand même assez court aussi. Oui, j'ose croire que arrêt ou cessation ou je ne sais pas trop quoi d'activités sportives de manière publique et massive n'a pas fait en sorte que les joueurs arrêtent eux aussi de s'entretenir. Je pense que quand on est un sportif, on a les mécanismes pour pouvoir entretenir son physique et son mental. Je pense que tout va se jouer là, dans les deux aspects, l'aspect physique et l'aspect mental. Et donc, je pense que les joueurs ont été assez prévenus par la durée justement de l'inactivité. Est-ce qu'ils ont eu les réflexes d'essayer de faire un peu de cardio, de faire un peu de gym, de faire un peu de ceci pour entretenir le corps? S'ils l'ont fait, on peut espérer voir quelque chose de bien. 2 mois, c'est assez court. C'est même insignifiant pour les sportifs de haut niveau. Il va falloir aller jouer contre, je dis un peu n'importe quoi, le TP Mazembe, ça joue là-bas. Il va falloir aller jouer contre les gars d'Accra. Je dis un peu n'importe quoi, c'est des gars qui ont des compétitions dans les jambes. Et si on a des résultats cataclysmiques, il ne faudra pas en vouloir aux joueurs. Mais je pense, et comme je l'ai dit, il faut qu'on revive, il faut qu'on rejoue. Si cette formule nous permet de rejouer et de revivre de manière sportive, mais pourquoi pas la saisir? Je pense que la responsabilité est plutôt sur le prochain président de cette fédération. Il va falloir que le prochain président de cette fédération ait à l'esprit qu'il faut un format de championnat qui permette aux footballeurs, j'ai dit aux footballeurs, d'exercer leur métier sans pour autant qu'il y ait des interruptions, en n'en pas finir comme ça, comme ce fut le cas par le passé. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne bien sûr les joueurs qui sont les acteurs majeurs du championnat national, il y a eu un sitting du côté du ministère des Sports et là quand même le ministre a finalement répondu à ces différents acteurs, donc ces joueurs du championnat national, que ce n'est pas l'État qui vous doit les salaires, les arriérés aujourd'hui, ce sont les clubs et les clubs qui eux disent que ce n'est pas à nous aussi de vous régler, puisque nous, si on vous règle, c'est parce que l'État également doit aussi régler les arriérés. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un problème ou un frein pour que le championnat puisse démarrer à temps le 14 mai prochain, comme cela a été fixé? Vous voyez, John Fitzgerald, on a un problème. On a un problème de responsabilité. Aujourd'hui, personne ne veut dire « je suis responsable de ceci ou de cela ». Et là, à ce moment-là, quand il n'y a pas de responsable, on ne peut résorber un problème. Or, le football, pour qu'il revive, il faut que chacun d'entre nous et ceux qui sont responsables de cette gangrène le reconnaissent. Aujourd'hui, on renvoie l'anathème sur le gouvernement ou l'État. L'État renvoie l'anathème sur les clubs, les responsables des clubs et les instances dirigeantes de ces formations-là. Maintenant, les joueurs se positionnent comment? Les joueurs analysent la situation comment? That is the question. À un moment donné, il faut que chacun soit responsable. Et le gouvernement et les clubs doivent s'asseoir pour pouvoir donner des garanties à ces garçons de pouvoir rejouer sainement, de pouvoir faire leur métier sainement. Autant un ministre peut être content de s'asseoir sur son fauteuil de ministre et diriger et gérer, autant un footballeur doit être capable de se satisfaire de pouvoir chausser ou rechausser les crampons. C'est cela qui doit être dans la tête de ces dirigeants. Je parle des dirigeants de sport et des dirigeants de l'État, de l'appareil étatique. Donc, il faut que ces deux parties-là, ces deux entités s'asseyent. Elles doivent s'asseoir pour donner des garanties à ces garçons. Sinon, on va traîner et on se retrouvera toujours dans les mêmes choses. Voilà, on espère que la situation sera vite réglée pour les acteurs du National Foot, notamment les joueurs. Allez, on va marquer une légère pause. On va revenir juste après pour sauter maintenant, quitter le Gabon et sauter sur le continent africain. On parlera des barrages pour le mondial de Qatar cette année.
Allez, troisième et avant-dernière partie de cette émission, on va bien sûr parler de barrage de la Coupe du Monde. Essentiellement, il n'y a que du football pour ce menu de cette émission, première émission. Et là, on parle des barrages, bien sûr, après les éliminatoires, donc les phases de poule terminées depuis décembre dernier, novembre dernier autant pour moi. Là maintenant, nous attaquons donc à partir de demain. Donc demain, il y aura des rencontres. Donc le 25 mars, il y aura 5 grandes rencontres. RDC, Maroc, Cameroun, Algérie, Mali, Tunisie, Ghana, Nigeria et enfin le remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte, Sénégal. Et d'ailleurs, toutes les équipes qui doivent voyager se sont déjà rendues du côté du pays de leurs adversaires. Et là, quand même, on assiste à un dernier virage très important où il y a quand même là les cadors du football africain qui s'affrontent. Apparemment, on ne sera pas à 6 comme en 2010. Il y aura toujours 5 places réservées au continent africain. Et là, quand même, on a de sacrées belles rencontres pour ce dernier virage. Oui, chacun en face de lui un sacré client. Ouais. Un sacré client. C'est-à-dire que quand vous avez le remake de la finale, c'est aujourd'hui, vous savez, il y a du temps qui est passé. On a presque déjà 3 mois, un mois ou 2 mois qu'on a joué la finale. Oui. C'est important de savoir à quel niveau se situent les équipes. Le Sénégal, c'est vrai, championne d'Afrique, c'est un très bon champion qui n'a pas démérité, qui a été très très bien. L'Égypte aussi, malheureusement, est un peu passé à côté de sa finale, peut-être à côté de sa compétition de manière globale, malgré les prestations angéliques de Gabaski. Donc on va retrouver ces garçons-là qui vont nous faire vibrer au rythme du football africain pour justement aller représenter le continent du côté de la Coupe du Monde 2022. Bon, Égypte-Sénégal, d'après vous, il y a encore un Salah Mané qui se profile à l'horizon, mais quand même, là, est-ce que l'Égypte peut prendre sa revanche pour espérer aller au mondial, elle qui était déjà du côté de la Russie il y a 4 ans? De le faire, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un très bon Sénégal. Ces derniers mois, ces dernières années, on a un très bon Sénégal. On a toujours décrié le fait que le Sénégal avait des bons joueurs. Malheureusement, n'arrivait toujours pas à faire les faire jouer ensemble. Voilà, à les faire jouer ensemble. Un bon collectif, mais qui ne jouait pas ensemble. Je pense qu'Aliou Cissé a pour lui le mérite d'avoir réussi à mettre en synergie toutes les forces qui étaient les siennes. Aujourd'hui, quand on parle de Sénégal-Égypte, qui mettra une pièce sur une ou l'autre équipe, se douterait peut-être de perdre aussi ou de gagner. Donc, c'est mitigé. C'est qui tout double entre les deux. C'est du 50-50 pour moi. Le Sénégal peut passer comme peut rester. Bon, on souhaite bonne chance à ces deux grosses équipes. L'essentiel, c'est que l'Afrique soit valablement représentée au mondial. Voilà, il y a également Ghana, Nigeria, une autre affiche alléchante. Donc, deux gros du football africain, Ghana, Nigeria. On a eu une grosse désillusion avec le Nigeria, il faut le dire. Parce qu'on a eu un très bon Nigeria en début de compétition en Coupe d'Afrique, j'entends. Malheureusement, après, ça a piétiné. Ils n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux contre, je pense, la Tunisie, oui. Voilà, ils n'ont pas été au niveau de ce qu'on attendait d'eux. Et ça a plombé un peu tous les espoirs des Africains qui avaient vu cette équipe-là très bien jouer. Ils ont fait un 3 sur 3. Après, ils sont tombés sur, je pense, une très bonne équipe de Tunisie, mais surtout sur leurs erreurs. Ils n'ont pas su répéter les gammes. Et ça a coûté cher. Maintenant, en face, il y a une équipe du Ghana qui doute. La transition n'est pas encore passée. Je pense que... Transition générationnelle. Générationnelle, merci, n'est pas encore passée. On a eu une très bonne génération avec Asamoah Gyan, Baby Jet et les Muntari et autres. Aujourd'hui, les frères Ayou ont pris un peu les rênes de cette équipe. Ça semble ne pas marcher. Il faut à un moment donné qu'on donne un peu le flambeau aux garçons comme Souleymana, Kamaldine et cette jeune pousse montante du football ghanéen. Pardon. Maintenant, entre les deux formations, c'est deux frères ennemis qui s'apprécient beaucoup. Oui. Je pense que qui des deux va passer, j'ai plutôt l'impression, à mon sens, que le Nigeria va se faire plaisir. Le Nigeria va se faire plaisir parce que le Nigeria en a les moyens. Mais est-ce que le Ghana a changé de visage comme résultat?
lors de la fin de ce match. Voilà, Black Stars contre Super Eagles, le duel des anglophones de ce dernier barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde version africaine. On a également Mali, Tunisie, une rencontre qui s'est également déroulée lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait vu le Mali battre la Tunisie. Une très bonne compétition. Là, elle est venue, la dernière en date, elle a fait un très bon résultat contre la Tunisie. La Tunisie, elle, veut confirmer son statut de favori, de meilleure équipe, l'une des meilleures équipes de ce continent-là. Donc, on a comme l'impression qu'on se dispute un peu le leadership dans le continent. Mais ces deux bonnes équipes, après, la réalité, elle se joue toujours sur le terrain. Le verdict, c'est toujours le terrain qui le donne. Mais je vois plutôt le Mali faire un bis repetita. RDC, Maroc, la République démocratique du Congo, qui malheureusement n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, veut pouvoir redorer son blason. Et là, il faudrait impérativement se qualifier pour le mondial. Est-ce que ça peut être un échec si la RDC ne se qualifie? La RDC a toujours été une très bonne équipe au niveau du continent africain. C'est toujours une équipe qui a des bons joueurs, qui fait des bons résultats. On sait que quand on parle de la RDC, on voit tout de suite le TP Mazembe, on voit tout de suite les Trésors Mputu. Voilà. Aujourd'hui, ils sont revanchards parce qu'ils ont raté d'aller en Coupe d'Afrique, laminé par le Gabon 3-0. Ils ont toujours ça en travers de la gorge, avec tout ce qu'on a vu avec l'histoire Kanga. On ne va pas y revenir, mais c'est une bonne équipe. C'est d'ailleurs une des équipes dans les années 74, je pense, en 1974, qui avait été une très très bonne équipe. Oui. Donc, on va dire des années 70. Aujourd'hui, la RDC a envie de redorer le blason de son pays au niveau football. Maintenant, en face, c'est un sérieux client. C'est un sérieux client. Oui, le Maroc. Maroc, qui a été plus ou moins, à mon avis, décevant à la CAN, qui a envie de montrer que... Même si c'est vrai qu'il y a de grosses individualités. Voilà, aussi. des grosses individualités, qui a envie de montrer surtout qu'elle peut mieux faire. Elle a l'étoffe pour aller jouer la Coupe du Monde. Donc c'est important de savoir que ces deux équipes-là, chacune avec ses individualités, et avec ses forces et aussi ses faiblesses, peut contourner l'affaire. Voilà. Dernière rencontre, Cameroun-Algérie, quand même. Là, c'est quasiment une finale avant la lettre aussi, à part Égypte-Sénégal. Cameroun-Algérie, le Cameroun qui se qualifie souvent pour le mondial, mais là, quand même, depuis un certain nombre d'années, ça piétine par la FECAFOOT, aura les coups des franches pour venir à bout d'une Algérie très revancharde, d'autant plus qu'elle a été éliminée au premier tour de la CAN. Ouais, vous avez entendu. Les Camerounais, c'est des garçons qui ne voient pas l'impossibilité. C'est-à-dire qu'ils ont tout pour réussir dans cette discipline qu'est le football. Aujourd'hui, obnubilé par l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, encore une fois, j'ai envie d'utiliser cette expression, enjaillé par la nomination de Rigobert Song à la tête justement de la sélection, qui est donc le coach principal, ça, il y a de quoi bousculer, il y a de quoi être fier, parce qu'on connaît Samuel Eto'o, parce qu'on connaît Rigobert Song, mais ça, c'est du sportif. Là maintenant, sur le terrain, on va voir, est-ce que les Camerounais ont l'étoffe suffisante pour aller effrayer les Fennecs. Bon, on sait que le lion a l'habitude, dans la savane, de manger tout ce qu'il trouve. Voilà, donc Cameroun-Algérie, toutes ces rencontres-là, donc Cameroun-Algérie, RDC, Maroc, Mali, Tunisie, Ghana, Nigeria ou encore Égypte et Sénégal, c'est demain, donc vendredi 25 mars. Donc il y aura toutes ces rencontres-là qui vont se dérouler et les retours auront lieu le 29 mars, donc c'est-à-dire quelques jours plus tard, 4 plus précisément. Allez, on marque une légère pause et on va revenir juste après pour entamer le dernier sujet, au dernier thème de cette émission avec bien sûr l'infatigable Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, on revient sur le plateau pour entamer la dernière, donc la dernière partie et dernier thème d'ailleurs. On a vu le Classico qui s'est déroulé dimanche dernier quand même. On attendait bien sûr le Real de Madrid de plier complètement le FC Football Club de Barcelone, mais un joueur s'est révélé, Pierre-Emerick Aubameyang.
savez, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est tout bénef pour lui parce que des criers du côté d'Arsenal, ils se sont séparés du garçon. Aujourd'hui, il est arrivé à Arsenal, même si on sait qu'il est... À Barcelone. Il est arrivé à Barcelone, pardon, même si on sait il est madrilène de par son grand-père. Il joue pour l'ennemi et il le fait si bien. Il a fait un premier classico, mais vraiment tonitruant. Un classico à la hauteur du joueur qu'il est. On avait dit qu'il était discipliné du côté d'Arsenal, mais là je pense qu'il a transformé son indiscipline en serial buteur. On sait qu'il a été serial buteur du côté de Dortmund, du côté de Saint-Etienne et du côté d'Arsenal même, où il a été critiqué avant de partir. Mais aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang montre qu'il a encore le talent à 33 ans. Est-ce que son repositionnement aujourd'hui, justement, lui est favorable d'autant plus qu'à Arsenal, il était utilisé sur un côté. C'est vrai qu'il demandait à jouer dans l'axe, mais ça ne se... Donc il a quitté Arsenal pour Barcelone. Aujourd'hui, il joue en pointe de l'attaque. Est-ce que c'est un système aujourd'hui, on peut dire, qui le scie? Il y a surtout le système, mais avant le système, il y a l'état d'esprit dans lequel il a été accueilli. Aubameyang le dit tout le temps, il a été bien accueilli au FC Barcelone. Il voulait jouer en Espagne. Il a toujours voulu jouer en Espagne. Il y a 2 ans encore, il voulait jouer au Real Madrid. Il était quelqu'un qui avait promis à son grand-père, on disait qu'il jouerait au Bernabeu. Ça a été fait. Ben, il n'a pas respecté la promesse Mais de porter le maillot du Real. Mais il a voulu, mais Madrid n'en a pas voulu. Madrid a ses raisons. Donc, est-ce que c'est le système? Pour revenir à votre question, c'est peut-être pas seulement le système. Il y a l'ambiance autour, il y a le climat, il y a l'envie. Vous savez, quand un joueur est en confiance, il se transcende et il vous donne le meilleur de lui. Je pense que c'est ce qu'Aubameyang est en train de donner aujourd'hui. Aubameyang montre aux yeux du monde qu'il a les tripes, que c'est un grand champion. Quelqu'un, quand vous avez été meilleur joueur africain une fois, quand vous avez été meilleur buteur des plus grands championnats, mais rien ne peut vous arrêter quand vous avez l'envie. Après, je pense que Xavi a eu l'intelligence de reconnaître que Pierre-Emerick Aubameyang est un grand joueur. Et il l'a dit avant qu'Aubameyang commence à empiler des buts. Il a dit, Pierre-Emerick Aubameyang aura le temps de s'adapter et il va nous mettre des buts et vous le verrez. Aujourd'hui, nous sommes sur les traces de ce qu'avait annoncé Xavi. Donc, c'est-à-dire 7 matchs, 7 buts en Liga pour l'attaquant gabonais qui aujourd'hui rentre un peu plus dans l'histoire puisqu'il a quand même pour sa première titularisation avec Barcelone, il a mis un triplé face à Valence. Il l'a fait c'est quand même l'un des rares joueurs aujourd'hui, l'un des 4 avec bien sûr Jovetic et d'autres joueurs encore, à avoir inscrit des triplés dans 4 grands championnats. Aujourd'hui, encore une fois de plus, Pierre-Emerick Aubameyang l'a encore prouvé. C'est lors des différents classiques qu'il a joué, que ce soit Dortmund-Bayern ou encore Saint-Etienne-Lyon, il a toujours apparemment mis des doublés. C'est le seul joueur aujourd'hui à l'avoir fait. Ben oui, Classico, Der Klassiker en Allemagne, mais aussi également le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Ben quand vous le dites comme ça, je pense que ces détracteurs doivent s'en mordre les doigts. Parce qu'on l'avait déjà envoyé en fourrière, on avait dit que Pierre-Emerick Aubameyang ne servait plus qu'à courir, et même qu'il ne courait plus assez. J'ai vu beaucoup de gens le critiquer, et surtout au Gabon. Au Gabon, moi je suis allé sur des pages du football congolais où on l'adulait, on le respectait. Mais au Gabon, on disait un peu tout et n'importe quoi sur la personne. Mais aujourd'hui, ce Pierre-Emerick Aubameyang fait l'unanimité. On voit des gens qui disaient des choses sur lui, applaudir les prestations du garçon. C'est dire qu'aujourd'hui, comme le disait un grand homme, un prophète n'est jamais mieux reçu chez soi. Bon, maintenant on lui souhaite bon vent, on espère que ça va durer pour lui et que le championnat va bien se terminer à la 3e place pour le Barça. On termine avec cela. Il a dit, lorsqu'on lui a posé la question en ce qui concerne le fait qu'il rejoigne un jour la sélection nationale, il a dit que la sélection est en stand-by. Votre commentaire? Mais c'est normal. C'est normal, je pense que le garçon, il a l'impression d'avoir été un peu repoussé. Je pense qu'il a ce sentiment d'avoir été un peu nié, un peu mis sur le carreau. Il y avait un problème de confiance, il y a des choses qui ont été dites. Je pense que laissez-lui le temps de digérer tout ça, mais il va revenir. Moi, je sais qu'il va revenir. C'est un très bon champion, comme tous les joueurs. Hein. Cristiano en a fait, Messi en fait souvent. Donc, c'est normal, hein, ça arrive dans la carrière d'un joueur. Mais avec son équipe nationale, je pense qu'il y a besoin de réconciliation. Parce que ce n'est pas tout ce que les gens ont dit sur lui qui est faux. Il y a des choses qui ont été dites qui peuvent s'avérer justes. Maintenant, c'est à lui de jouer de sa maestria pour pouvoir
se rabibocher, je veux dire, avec son équipe nationale. Voilà, une équipe nationale qui malheureusement ne jouera pas les matchs amicaux pour cette fenêtre FIFA. Et donc on se retrouvera avec une équipe nationale qui jouera les éliminatoires de la CAN 2023, donc Côte d'Ivoire 2023, sans matchs amicaux. Même si on sait quand même qu'il y a des joueurs qui ont déjà discuté avec le sélectionneur national Patrice Neveu, dont Didier Ndong Ibrahim. Il y a eu une discussion autour qui s'est faite sur un possible retour de Mario Lemina ou de Pierre-Emerick Aubameyang en sélection nationale. Le temps d'en savoir un tout petit peu plus et de fouiller un tout petit peu l'information. Nous, on va vous revenir juste après pour bien sûr une autre émission de tous ces sports. Merci de nous avoir suivis. Merci encore à toi. Merci John. Voilà. Merci Mendes de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci d'avoir été de l'autre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de tous ces sports. Au revoir.